Bonjour à tous, nous sommes là pour vous proposer une série de conférences tous les dimanches qui s'appellent des webinars qui permettent à des personnes qui sont en Eretz Israël de vous présenter leur sujet pour que ça vous facilite le processus d'Alia. Donc ces webinars sont proposés par l'agence juive et le Misrad Haklita au sein du projet Tzarfat Trila, qui est un projet qui a été mis en place en début d'année dernière pour faciliter l'Alia des francophones. Donc tous les dimanches, vous avez la possibilité d'assister à un webinar. Vous pouvez avoir la liste en vous rendant sur le site de l'agence juive, www.agencejuive.org. Donc aujourd'hui, le séminaire auquel vous allez assister est un séminaire sur la gestion du budget en Israël. C'est un sujet très important. C'est de ce sujet que peut dépendre votre réussite au niveau de l'ALIA. Il y a certaines clés à savoir, donc je vous laisse en compagnie de Valérie Alphon. Et n'hésitez pas à aller consulter la liste des futurs webinaires. Merci Lisa. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Alphon, je suis conseillère en budget pour les familles et aussi les petites entreprises. Je suis aussi bénévole pour l'association Pas Anonyme, dans laquelle j'aide particulièrement les personnes, les femmes seules, divorcées, mères célibataires, etc. Alors là, un petit peu sur l'association Pas Anonyme, c'est une association qui a été fondée en 1997 par Aurélien Lederberg. Pour la petite histoire, un jour, il nous a demandé d'aller voir une femme qui avait besoin d'argent, enfin qui était en situation économique et financière assez difficile. Donc il va la voir, il lui donne de l'argent, et puis bon, elle le remercie, et il part, et il revient un mois plus tard, et en fait, sa situation était la même. Alors il lui donne de l'argent, et puis il repart, et puis c'était le mois d'après aussi, et puis jusqu'à ce qu'il comprenne en fait que c'était parce que tout simplement, elle ne savait pas gérer son budget. Et il l'a aidé à gérer son budget, sa situation s'est améliorée, et il s'est dit, mais je crois que je vais faire une association, je vais créer une association qui va aider donc les personnes à gérer leur budget. Aujourd'hui, Pas Anonyme, c'est 6275 familles par an qui sont aidées par 2700 bénévoles. Il y a 269 conférences par an et 225 ateliers par an pour aider donc les gens à gérer leur budget. Alors, un petit peu, je voudrais vous raconter un petit peu l'importance de cette conférence et aussi un petit peu mon parcours. Moi, j'ai fait mon ALIA il y a à peu près 24 ans, après une maîtrise de gestion à l'université Paris-Dauphine. J'ai fait pas mal de choses. J'ai été économiste au ministère de l'Intérieur, je travaillais à la banque. Et puis, depuis quelques années, je suis donc conseillère en budget. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est extraordinairement gratifiant de pouvoir aider les gens à vivre avec ce qu'ils ont. Donc, avec leur salaire. Et c'est vraiment une expérience magnifique pour moi. Vous savez, je rencontre des familles qui ont fait leur ALIA après plusieurs années, et je me rends compte souvent qu'il y a il y a eu des petits soucis dans le sens où il y a une information qui n'est pas passée. Par exemple, ils arrivent, ils doivent faire, quand on arrive, quand on fait son ALIA, on doit faire des choix comme savoir dans quelle ville on va habiter, dans quelle sorte d'immeuble on va habiter, est-ce qu'on va acheter une voiture, dans quelle école on va mettre nos enfants, et tous ces choix ont des implications financières assez importantes. En plus, parfois, les familles veulent reproduire un petit peu la vie qu'ils avaient en France dès le début. Et ça peut un petit peu bloquer. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, on ne connaît pas la langue. On arrive, alors un truc très simple, on reçoit un relevé de compte, on reçoit un relevé de carte bleue, et on ne comprend pas. Et donc, on peut avoir, en France, on peut avoir très bien géré son budget, mais quand tout à coup vous recevez des papiers que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne comprenez pas parce que c'est normal, au début vous n'avez pas la langue, c'est un petit problème, et c'est pour ça que je voudrais déjà faire passer pas mal d'infos pour que vous soyez préparés quand vous arrivez ici. Parce que moi j'ai toujours l'impression qu'en fait les gens, les Olim se prennent des coups. Ils sont là, ils se prennent des coups et ils se disent ah là c'est dur. Mais en fait, si on est préparé en fait à l'avance, on ne se prend pas de coups. On sait exactement combien on doit payer pour telle ou telle chose, on sait ce qu'on doit faire, et donc c'est beaucoup plus simple, hein, et c'est vraiment très important de savoir comment gérer son budget avant de venir.
Alors, je vais aujourd'hui, on dit toujours Médas et Kohar en hébreu, l'information c'est une force. Aujourd'hui, je vais essayer de vous passer un maximum d'informations au sujet du budget en Israël. Alors, d'abord, on dit que, il y a beaucoup de mythes autour de la vie en Israël. On dit que les salaires sont très bas, que la vie est très chère. Alors, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure dans tout ce qui concerne ces sujets. Dans une première partie, je vais parler donc, des salaires, des revenus, des rentrées d'argent. Dans une deuxième partie, je parlerai des dépenses, poste budgétaire par poste budgétaire, que ce soit le logement, les charges, l'éducation, etc., etc. Dans une troisième partie, je vais vous parler des changements qu'il faudra effectuer, qu'il est nécessaire d'effectuer quand on vit en Israël, tous les changements de mentalité, de priorité, et vous faire un petit peu connaître les pièges dans lesquels il est important de ne pas tomber. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec les revenus, les rentrées d'argent. Alors déjà, quand vous arrivez, vous avez un panier d'intégration, donc vous recevez de l'argent pendant les 6 premiers mois de votre alia. Quand vous ouvrez votre compte en banque, donc l'argent est viré directement, et ça vous aide au début à vivre, en tout cas, ça vous aide à compléter un petit peu vos revenus. Les gens se demandent s'il faut venir avec des économies. Alors, il y a des gens qui sont obligés d'un petit peu de travailler au début parce que le panier d'intégration n'est pas toujours suffisant pour eux, mais en tout cas, c'est vraiment un très 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 bon. C'est pas toujours. Vraiment, si on peut ne pas travailler et se donner à fond pour l'ulpan, c'est très bien parce que c'est vrai que l'ulpan c'est très 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 important. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure à quel point c'est important de comprendre la langue si on veut vraiment bien s'intégrer. Donc, si on doit travailler, il y a des gens qui font l'ulpan le soir et qui travaillent le matin, ou le contraire, en tout cas, ou qui travaillent le soir et qui font l'ulpan le matin. Quand on arrive, c'est important de savoir quelles sont un petit peu nos possibilités de travail et de salaire. Je sais qu'il y a des gens qui, dès le départ, travaillent dans des call centers. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien si on n'a pas le choix, en tout cas pour commencer, pourquoi pas. Et ça nous permet d'avoir des rentrées d'argent. Mais ce qui est très important, c'est quand même d'apprendre la langue, parce que de toute façon, vous allez en avoir besoin pour tout, pour être vraiment intégré en Israël. Alors, un petit peu sur les salaires en Israël. Le salaire moyen en France est à peu près de 10 285 shekels brut. Ça c'est avec un taux de 4,2 euros shekel. Le salaire moyen en Israël est de 9 631 shekels brut. Donc il n'y a pas une très très grande différence. Donc, c'est vrai aussi que l'euro a pas mal baissé face au shekel. Mais c'est vrai que c'est pas une différence qui est énorme. Bon, par contre, quand il s'agit du salaire minimum, c'est vrai qu'en France, il est quand même de 6 120 shekels pour 35 heures par semaine, alors qu'en Israël, il est de 4 650 shekels pour 43 heures par semaine. Donc là, c'est quand même une différence qui est importante. Et c'est pour ça que quand on a des salaires qui sont bas, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est vrai que 4 150 shekels, c'est pas évident de vivre. Si, c'est possible, mais il faut faire très attention au niveau des dépenses, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, il y a aussi, pour le marché du travail, c'est vrai qu'il y a des différences entre les villes. J'ai une amie dont la fille est optométriste. Elle a cherché du travail sur Jérusalem. On lui a proposé un salaire par heure, alors qui était un salaire, je ne sais plus de combien il était, mais ses amis qui postulaient pour des postes dans la région du centre, Tel Aviv, etc., à Maranana, elles étaient payées le double. Donc c'est important de savoir que il existe des différences de salaire entre les villes où vous allez habiter. Alors c'est vrai que si la vie est un peu plus chère à Tel Aviv qu'ailleurs, mais ce sont des choses qu'il faut avoir en tête en tout cas. Ensuite, Ensuite, je voudrais aussi souligner une chose, c'est que très souvent, les Olim au départ ne gagnent pas beaucoup, pas vraiment parce que les salaires sont plus bas en Israël, mais souvent parce que
le olé ne parle pas la langue. Donc, il ne parle pas la langue, il n'a pas les réseaux qu'ont les Israéliens. Donc il ne sait pas vraiment comment ça marche, comment marche le système, comment postuler, etc., etc. Donc au début, il risque d'être payé moins que ce qu'il vaut en fait. J'ai une amie qui avait commencé à 10 shekels de l'heure, enfin à l'époque, il y a assez longtemps, et au bout de quelques années, elle gagnait 80 shekels de l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé de job, parce qu'elle avait commencé à parler très bien l'ivrite, parce que les gens la connaissaient, appréciaient son travail, etc., etc. Donc quand elle est arrivée en Israël, elle ne parlait pas très bien l'hébreu, et donc on l'a payée en fonction. Et puis dès qu'elle a pris de l'assurance et elle a fait ses preuves, et ben, tout de suite le salaire a suivi. Donc ça c'est une chose. Si j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait commencé au supermarché à mettre les étiquettes sur les prix, et puis qui a fini... en tout cas gérant de magasin du même magasin où il était. Donc en fait c'est vrai que on peut si on est sûr de ses compétences, on peut vraiment, je pense, arriver à gagner plus assez rapidement. Ensuite, je voudrais parler un petit peu des impôts. En tant qu'olé Hadash, vous avez droit à des abattements les premières années en Israël, une réduction d'impôt pendant les 42 premiers mois suivant votre alia, les 18 premiers mois 3 points d'abattement, donc 654 shekels par mois, les 12 mois suivants 2 points, donc 436 shekels, et les 12 mois suivants 1 point, 218 shekels. Donc en fait ces chiffres, si vous avez donc, c'est pendant les 42 premiers mois, vous ne pouvez pas repousser, sauf si vous avez servi dans le Sahel ou si vous avez suivi des études. Et dans ce cas-là, oui, il est possible de repousser ce bénéfice dans le temps. Là, je voudrais parler aussi un peu du Bitoach Leumi, de la sécurité sociale. C'est par rapport à ce que vous gagnez, c'est un pourcentage. Si vous ne travaillez pas, vous devez payer 166 shekels par mois. Donc, et pour un étudiant, il faut savoir, c'est 124 shekels. Donc les étudiants aussi payent le Bitoach Leumi. Si vous ne travaillez pas, donc en tant que olé, vous avez la sécurité sociale qui est gratuite pendant un an. Donc ces 166 shekels, vous n'allez pas les payer pendant un an en tant que olé en fait, pendant la première année. C'est important à savoir parce que il faut, si après la première année vous ne travaillez pas toujours, eh bien vous devez payer les 166 shekels par mois. C'est important parce que c'est votre couverture sociale et de santé aussi. Donc en ce qui, enfin, ce que vous voyez, enfin, quand vous recevez votre bulletin de paye, donc vous voyez vous payez d'impôts, donc le Bitoach Leumi, donc on vous prélève. Et aussi donc la retraite, il y a une part qui est prélevée par vous-même, enfin qui est vous cotisez, et une autre part qui est de la part de votre employeur. Maintenant, je voudrais parler un petit peu des jours de vacances. Si vous travaillez 5 jours par semaine, de la première à la 4e année, c'est 10 jours de vacances par an. Après 5 ans, c'est 12 jours. 6 ans, c'est 14 jours. Et c'est proportionnel si vous êtes à mi-temps, c'est-à-dire que si vous travaillez à mi-temps, c'est pas 10 jours de vacances par an que vous avez droit, c'est 5 jours de vacances. Donc, en ce qui concerne les jours de maladie, c'est 1 jour et demi par mois. Le premier jour n'est pas payé. Les deuxième et troisième jours sont payés à 50% et les autres donc à 100%. C'est des choses qui sont importantes à savoir parce que je rencontre souvent des gens qui n'ont pas qui ne savent pas ces choses-là. C'est un système qui est différent. C'est pas le même système qu'en France. Il faut connaître le système. Je pense que c'est vraiment très important d'arriver de savoir quels sont vos droits. Et comme ça, donc, il n'y a pas de surprise, quoi. Vous savez, vous êtes informés. Alors, un droit, donc, peu de personnes connaissent, même les Israéliens, d'ailleurs, parfois, ne savent pas qu'ils ont droit à cela, ça s'appelle la Havra. La Havra, après 1 an dans une entreprise, vous avez droit à, comme une prime, en général, c'est pendant les vacances scolaires autour de juillet-août qu'on vous verse cette prime. Vous avez droit à 5 jours, donc en fait, chaque jour, c'est 374 shekels, d'accord, c'est une base qui a été donnée,
Donc, la première année, enfin, après un an dans une entreprise, vous avez droit à 5 jours. Donc, 5 fois 374. Pour la deuxième et la troisième année, c'est 6 jours. Donc, 6 fois 374 shekels. C'est le montant de la prime. Et entre la quatrième et la dixième année, c'est 7 jours. Donc, fois 374 shekels qui vous sera versé. Alors, j'ai rencontré des gens qui, au bout de 2-3 ans, ont appris qu'ils avaient droit à cet avra. On ne leur avait jamais versé l'avra. Pas toujours parce que les patrons ne sont pas honnêtes, c'est parce que parfois ils ne savent même pas. Et donc, bon, il faut juste leur dire. Et puis donc, c'est rétroactif pendant 7 ans. Voilà, c'est bon à savoir en tout cas. Voilà, donc... ce qui est important aussi, c'est que quand on négocie pour son salaire, c'est vraiment important de savoir si on parle en net ou en brut. Et puis essayez donc de vous vendre le mieux possible. En tout cas, je sais qu'il y a des conférences sur l'emploi et qui sont vraiment à voir et à écouter. Je sais qu'il y a aussi des sortes de formations et il y a aussi des bilans de compétences qui sont offerts par l'agence juive. Donc renseignez-vous parce que si vous êtes bien prêt avant de venir en Israël pour tout ce qui est emploi, c'est vraiment très important. Maintenant, il faudrait parler un petit peu du statut d'indépendant, si vous voulez devenir indépendant. Il y a pour les Olim, de l'accompagnement, des conseils pour ceux qui veulent créer leur entreprise. C'est pris en charge par le Misrad Haklita. Il y a des plans et modèles de création d'entreprise, des conseils sur le potentiel de commercialisation, sur la stratégie, sur le réseau de publicité, des prêts, des ateliers sur la création d'entreprises, des mesures de soutien aux entreprises. Alors, renseignez-vous auprès du Misrad Haklita. Vraiment, je pense que c'est très très important de se renseigner, de voir ce que vous avez droit. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place. En Israël, on adore les entrepreneurs. Et en fait, si vous avez envie, vous avez une idée, vous voulez créer votre entreprise, n'hésitez pas à voir tout ce qui vous est offert comme aide et accompagnement. Alors moi, j'aide aussi les petites entreprises. Et vraiment, c'est très 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 important donc de connaître le marché avant d'ouvrir votre entreprise. Et vraiment, c'est une chose qui est c'est très gratifiant d'ouvrir son entreprise en Israël. Et bon, il faut avoir un très bon expert comptable. Il faut, enfin, je ne vais pas vous donner des conseils parce que, enfin, si un ou deux. Il faut savoir combien vous gagnez, parce que c'est pas toujours évident, avoir des comptes séparés pour l'entreprise et pour la maison, parce que souvent il y a une espèce de grand mélange et les gens ne savent pas gérer. Alors on peut avoir une très très bonne idée pour une entreprise, mais si on ne sait pas gérer, ça peut être dommage parce que l'entreprise peut ne pas marcher, pas parce que l'idée est mauvaise, mais surtout parce qu'on ne sait pas gérer l'entreprise au niveau financier. Voilà. Et maintenant, je voulais vous parler. Donc, si vous avez des questions, je voulais vous dire au début, vous pouvez les poser à la fin. N'hésitez pas, je répondrai. Voilà. Maintenant, je voulais parler un petit peu des. Oui, voilà. Et aussi une dernière chose. Si vous avez donc une bonne idée, attendez parfois un petit peu pour connaître un petit peu la mentalité et la réalité israélienne aussi. Essayez d'acquérir un maximum d'ivrite, un maximum d'hébreu, parce que ça va beaucoup vous aider quand vous allez ouvrir votre entreprise. Donc parfois il vaut mieux attendre un petit peu, au moins un an, parce que justement il va vous falloir connaître bien la réalité israélienne avant d'ouvrir votre entreprise. C'est un petit conseil. Voilà, maintenant je voudrais parler un petit peu des allocations familiales. Les allocations familiales, en ce moment, c'est 140 shekels par enfant et par mois. Ça risque d'augmenter à nouveau parce qu'en fait, les allocations, elles étaient plus élevées il y a quelques années. Le précédent gouvernement les a baissées. Là, il y a un nouveau gouvernement qui va bientôt entrer en fonction
il parle de les réaugmenter à nouveau. Là, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que c'est dans les journaux, mais bon, c'est pas encore voté. Mais voilà, donc en tout cas, sachez que c'est en ce moment, enfin en tout cas, voilà, le chiffre c'est 140 shekels par enfant et par mois, quel que soit le nombre d'enfants. Voilà, là c'était donc sur les revenus. Maintenant, je voudrais vous parler des dépenses. Alors déjà l'idée, c'est une fois qu'on sait combien on gagne, il va falloir vivre avec ce qu'on gagne. C'est-à-dire que si on gagne 12 000, il va falloir vivre avec 12 000. Et si on gagne 14 000, il va falloir vivre avec 14 000. Et alors ça a l'air évident ce que je dis, hein, mais ça ne l'est pas toujours. Hein, et je vous expliquerai tout ça dans la troisième partie. Alors les dépenses, je voudrais commencer par le logement. Pourquoi le logement? Parce que le logement c'est un poste très 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 important. Surtout que les prix de l'immobilier ont énormément augmenté ces dernières années, en Israël, mais bon, en France, enfin, à peu près partout dans le monde. Mais c'est vrai que le logement, c'est un gros poste. Alors d'abord, ça dépend, donc le prix à la location ou à l'achat, ça dépend évidemment de la ville hein, où on va aller s'installer. C'est pour ça que c'est très très important de réfléchir avant de venir dans quelle ville vous voulez vous installer. Les prix de Tel Aviv, hein, ça n'a rien à voir avec le reste d'Israël. D'ailleurs, en hébreu, Tel Aviv, on appelle ça Médinat Tel Aviv, c'est-à-dire le pays Tel Aviv. Alors, c'est comme un pays à l'intérieur du pays, c'est assez intéressant. Donc, mais c'est vrai que les prix sont sans aucune comparaison avec le reste d'Israël. Donc, ça dépend. Donc, les prix à l'achat comme à la location dépendent de la ville, du quartier. Parfois dans la même ville, il y a des quartiers différents, un quartier où les prix sont moins chers, d'autres prix sont plus chers. Ça dépend de la qualité du bien, bien sûr, parce que vous avez des immeubles plutôt luxueux, très modernes, et donc qui sont bien plus chers que d'autres qui sont plus anciens. Un exemple aussi, ça dépend de l'étage. Il y a beaucoup d'immeubles anciens en Israël qui sont au 3e étage sans ascenseur. Et les immeubles 3e étage sans ascenseur, évidemment, ils sont moins chers à l'achat, mais aussi à la location. Parfois, c'est 500 shekels de moins par mois à la location. Donc, c'est 6 000 shekels par an. Ou parfois, ça vaut le coup de monter encore un étage et d'économiser 6 000 shekels par an. Et à l'achat aussi, donc, c'est assez grosse différence de prix. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous donner une idée des dépenses de logement. Alors, quelque chose à ne pas faire. Il faut faire attention, enfin ce que je vois en tout cas, ce que font pas mal de lignes de France et d'ailleurs, c'est de prendre un appartement qui est très grand, enfin qui est de, on va dire, 120 mètres carrés. Et vraiment parfois ça peut entraîner des situations pas très sympathiques. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré il y a quelques années une famille qui avait pris un appartement, qui avait loué un appartement à Jérusalem, dans un immeuble assez moderne, et qui payait 7 500 shekels par mois. Alors c'est beaucoup, quand même pour Jérusalem c'est beaucoup. Et je lui ai demandé ce qu'ils faisaient, et puis ils m'ont dit on travaille un peu à droite à gauche, bon, on gagne assez correctement notre vie. Mais je leur ai dit, attendez, 7 500 shekels par mois, c'est énorme. Donc peut-être que vous devriez louer un appartement peut-être un peu plus petit, dans un immeuble un peu moins luxueux, mais vous pourrez trouver ça à 5 500 shekels par mois. Et ils m'ont dit, oui, bon, on va réfléchir. Ces gens-là, donc cette famille, je les retrouve à peu près 3 ans plus tard. Et ils m'ont dit, on est resté dans notre appartement, on ne vous a pas écouté, et maintenant, oui, je me rappelle ce que vous nous aviez dit, 5 500 shekels, oui, en effet, on est toujours dans notre appart à 7 500 shekels, et aujourd'hui, ils ont fait des prêts, ils sont découverts à la banque, et c'est un peu dommage, quoi, parce que 2000 shekels de différence entre un appartement à 5005 et un appartement à 7005, x 12 sur un an, c'est 24 000 shekels, x 3 sur 3 ans, c'est 72 000 shekels. Ça se trouve, c'était le montant de du crédit à la consommation qu'ils avaient pris. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. Et puis, bon, c'est la même chose à l'achat. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, voilà, on a acheté un appartement, on a un prêt immobilier de 7 200 shekels par mois. Alors que
ils gagnent 17 000 shekels par mois. Je dis, ça m'a l'air un petit peu serré, parce que bon, on préconise toujours d'avoir environ, que ce soit pour une location ou pour un remboursement de prêt immobilier, on préconise un rapport de 1 sur 3, c'est-à-dire un tiers. Et là, c'était au-dessus d'un tiers. Donc, oui, justement, alors cette dame m'appelait parce qu'elle était un peu... elle était à découvert, elle se demandait si elle ne devait pas prendre un prêt, etc. Je lui ai dit, déjà au départ, avec une dépense de 7 200 shekels, donc de prêt immobilier avec vos rentrées d'argent, c'est difficile. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est pour ça que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il faut, dès le début, quand on prend un appartement, soit en location ou à l'achat, faire ses comptes avant. Une dernière petite histoire. J'ai vu un reportage à la télé, c'était un reportage sur la télé française sur une famille qui arrivait en Israël, à Netanya, et qui avait loué un appartement de 35 mètres carrés et qui payait 5 500 shekels par mois. Alors moi j'ai bondi, j'ai vu ça, je me suis dit c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que si dès le début on commence à prendre un appartement à des prix, on va dire, relativement normaux, c'est déjà de l'argent qu'on ne va pas dépenser au-dessus de ce qu'on peut, c'est-à-dire. Donc il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Il faut savoir ce qu'on peut et travailler avec ça. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne le logement. Je voulais aussi vous dire que pour les Olim, il existe une aide au logement si vous louez un appartement après la première année, donc renseignez-vous. Voilà, donc c'est important de savoir que si vous êtes en location, en tant que Olé Khadash, vous avez droit à une aide, renseignez-vous. Voilà, donc ça c'était sur location ou achat d'appartement. Maintenant je voudrais vous parler de l'Arnona. Alors l'Arnona, c'est les impôts locaux en fait. Alors contrairement à la France, il n'y a pas deux sortes d'impôts. Si on est en France, il y a une différence si on est locataire et propriétaire. En Israël, il n'y en a qu'une seule, une seule forme d'impôt locaux, qui s'appelle l'Arnona. Alors l'Arnona, elle est payée par le propriétaire s'il habite dans son appartement, mais par le locataire s'il loue un appartement. Je m'explique. Quelqu'un vit dans son appartement, il a acheté un appartement, il vit dedans, il paye la Arnona. Maintenant, si quelqu'un a un appartement qui va louer à des gens, eh bien ce sont les locataires qui vont payer la Arnona. Et lui, il ne paiera pas d'Arnona, le propriétaire ne paiera pas d'Arnona s'il loue son appartement. Alors, l'Arnona, elle dépend de la ville, parce que le montant de l'Arnona dépend de la ville. Je donne un exemple, Jérusalem, ça tourne autour de 90 shekels par mois par mètre carré. Et à Netanya, ça tourne en moyenne autour de 50 shekels. Pourquoi je dis en moyenne? Parce que ça dépend aussi du quartier. Il y a des quartiers qui ont des tarifs différents. Par exemple, à Jérusalem, vous avez un quartier de Baka qui est le quartier qui s'appelle un quartier Aleph, donc où on paye selon aussi le type d'immeuble entre 86 shekels par mètre carré, alors que il y a un quartier juste à côté qui vraiment à 2 pas de Baka qui est Ezor Gimel, et là-bas on paye dans les 50 shekels par 51 shekels je crois par mois par mètre carré. Donc c'est quand même des différences assez énormes. Parfois les quartiers sont un à côté de l'autre, mais bon, c'est comme ça, c'est ce que la municipalité a décidé. Donc ça dépend donc de la ville et du quartier, et aussi de la taille de votre appartement, parce que si vous dépassez 120 mètres carrés, et c'est majoré au-dessus, et c'est une assez grosse différence. En dessous de 120 mètres carrés, c'est censé être un appartement de taille, on va dire, relativement modeste, mais au-dessus, c'est déjà luxueux, et donc on paye plus d'argent. Alors, en tant que Olé Khadash, vous avez droit à une réduction jusqu'à 90% donc d'exonération pour les 100 premiers mètres carrés. Donc au-dessus, vous payez ce que vous devez payer. Donc 90% sur les 100 premiers mètres carrés la première année de votre Aliyah. Voilà, ça c'était sur la Arnona, les impôts locaux. Maintenant, je vais vous parler du Vaad Bayit. Alors le Vaad Bayit,
c'est les frais de copropriété, je crois que ça s'appelle en France. Ça dépend aussi de beaucoup de choses. Ça dépend si l'immeuble a par exemple un ascenseur. Si il a un ascenseur, ça fait tout de suite grimper le prix. Aussi, donc il y a des immeubles assez luxueux, et là c'est assez cher parce que vous payez aussi les gardiens du lobby, tout ça, donc tout ce qu'il y a autour, et là ça fait aussi grimper les prix. Il y a aussi le chauffage, parce que dans certains immeubles, le chauffage est un chauffage collectif. Donc en fait, vous payez, les mois d'été, vous payez 50 shekels, on va dire, et les mois d'hiver, vous payez 500 shekels. Parce qu'il y a le chauffage, et donc tout le monde paye le chauffage. En général, on chauffe le matin 2 heures et le soir 3 heures, quelque chose comme ça. C'est pas vous qui décidez, c'est le VAD, justement. Et donc voilà, donc c'est important de savoir, avant que vous veniez, vous allez louer ou acheter un appartement, quel est le VAD Baït, parce que voilà, donc oui, parfois en plus, donc quand il y a du chauffage collectif, c'est le même montant tous les mois qui est échelonné donc sur l'année et qui peut être plus élevé parce que il y a le chauffage qui est compris à l'intérieur. Donc renseignez-vous avant de louer ou d'acheter un appartement sur le VAD Baït. Alors qui le paye encore une fois? Si par exemple quelqu'un a un appartement et le loue à quelqu'un, le locataire va payer le VAD, mais le VAD mensuel. Par exemple, si c'est tous les mois 50 shekels et ça comprend l'électricité et l'homme ou la femme de ménage qui vient nettoyer la cage d'escalier, ce sera payé donc par le locataire. Maintenant, s'il y a des travaux de réfection du toit ou des peintures de cage d'escalier, là, ça doit être payé par le propriétaire de l'appartement. Alors, combien ça peut aller de 10 shekels, enfin, rien du tout, à 1000 shekels si c'est un building très luxueux. Enfin, c'est vraiment en fonction de tous les critères dont je vous ai parlé. Donc, renseignez-vous quand vous allez signer un contrat de location ou de vente, renseignez-vous sur le VAD. Maintenant, je voudrais vous parler de l'électricité. Alors, l'électricité, combien? On me demande combien. Enfin, c'est une question que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Les Olim se demandent, et ils ont raison de demander, quel est le budget minimum en Israël? Et ma réponse, c'est ça dépend, parce que vous avez vu depuis le début que je vous ai dit, donc ça dépendait donc que ce soit le logement, que ce soit l'Ardona, que ce soit le VAT, ça dépendait de beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça, encore une fois, que quand vous allez faire vos choix d'appartement, c'est important d'avoir tous ces critères, de prendre tous ces critères en compte avant de faire vos choix. Alors maintenant, l'électricité, ça dépend aussi de votre consommation. Il y a des gens qui vont laisser la lumière allumée tout le temps, il y a des gens qui vont... voilà, vous avez un chauffage au sol. Ça, c'est mortel, le chauffage au sol, au niveau du budget. Vous avez donc... il y a tellement de paramètres. Vous avez des appareils qui consomment plus d'électricité que d'autres. On conseille d'ailleurs de les mettre un petit peu en veille... d'éteindre même le mode veille, parce que le mode veille ça coûte de l'électricité. Donc il y a plein de trucs pour réduire votre consommation d'électricité. Il y a des gens qui mettent le masgan en été tout le temps. Il y a des gens qui habitent à Jérusalem et qui ont un chauffage privé et qui sont chauffés à des chauffages électriques, avec des chauffages électriques. Et là c'est aussi en fonction... Ah, ok. C'est aussi en fonction de donc si vous mettez le masgan, donc si vous mettez le chauffage à fond, donc ça dépend énormément de votre consommation d'électricité. Donc, mais je dirais que c'est environ 300 shekels par mois, je dirais à peu près 300 shekels par mois, 350 shekels par mois. Encore une fois, ça, pour une famille de 3 enfants,
Mais encore une fois, ça dépend énormément de votre consommation. Alors c'est sûr, 300 shekels, je dirais, ce seront les mois où vous chauffez pas. Quand vous chauffez, si vous chauffez à l'électricité ou si vous mettez le masgan, l'air conditionné, ce sera plus. Donc voilà, juste pour vous dire que les prix de l'électricité en Israël ont augmenté de 33% depuis 2010 et qu'ils ont baissé de 10% en février dernier. Voilà, donc j'aurais dit plus ou moins 300 shekels par mois, mais bon, encore une fois, ça dépend beaucoup de votre consommation d'électricité, 300-350. Voilà, maintenant, je voudrais vous parler de l'eau. Alors l'eau, c'est selon le nombre de personnes habitant dans un appartement. Donc, il y a une petite case dans la facture d'eau qui s'appelle Mispar Nefashot, le nombre de personnes qui habitent dans l'appartement. Et je voudrais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il y a quelques années, la compagnie d'eau a remis les compteurs à l'heure, à zéro. C'est-à-dire que elle a dit, voilà, maintenant, même s'il y avait écrit 6 personnes sur votre facture, tout le monde est à 2. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème. Selon le nombre de personnes, vous avez droit à un certain nombre de mètres cubes. Et donc, vous avez droit à un certain nombre de mètres cubes à un tarif préférentiel, qui s'appelle le tarif 1. Et dès que vous dépassez ça, si par exemple vous avez droit à 7 mètres cubes, je crois, par mois, par personne, 7 mètres et demi, si vous dépassez ça, vous passez tout de suite, selon donc, le nombre de personnes, c'est multiplié par le nombre de personnes, vous passez tout de suite au tarif 2. Et après, c'est le tarif 3. J'ai rencontré une femme qui me disait qu'elle payait énormément pour l'eau. Et quand je lui ai dit que je lui ai demandé si elle avait rempli le papier où il fallait remettre à jour le nombre de personnes habitant dans la maison, elle me dit qu'elle ne l'avait pas fait. C'était une Israélienne, hein, c'était pas une francophone. Et en plus, elle avait 8 enfants, donc 10 personnes. Et en rentrant chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle payait tout au tarif 1. C'est faudrait 7 shekels et demi le mètre cube avant TVA, alors que, et le tarif 2 c'est 12 shekels et quelques, enfin je veux dire c'est une grosse différence. Elle payait des centaines de shekels de plus par mois parce qu'elle n'avait pas mis à jour le nombre de personnes qui habitaient dans l'appartement. Donc voilà, donc dès que vous avez un bébé par exemple, il faut envoyer le petit papier de la Théouda Zéout que vous avez eu un bébé pour qu'il mette à jour le nombre de personnes qui habitent dans l'appartement et vous bénéficiez donc d'un tarif préférentiel pour l'eau. Voilà, c'est environ 150 shekels par mois, mais encore une fois, si vous prenez des bains ou des douches, enfin bon, voilà, si vous avez un lave-vaisselle ou des pas de lave-vaisselle, enfin, c'est pour ça que tous les chiffres que je dis sont des moyennes, parce que il y a tellement de paramètres que c'est très très difficile de vous donner un chiffre précis, parce que les gens, enfin, je peux vous donner un chiffre, mais vous allez me dire, moi, c'est pas du tout ça, parce que vous avez des habitudes de consommation qui sont complètement différentes d'une autre personne, donc voilà. Pour le gaz, il y a plusieurs systèmes. Hein. Il y a le système des bonbonnes où vous devez téléphoner. Donc vous devez téléphoner chaque fois qu'elles sont vides, hein, et on vous amène une nouvelle bonbonne. Où il y a un système où c'est avec des factures, hein, où vous recevez une facture de gaz. Alors vérifiez un petit peu pour savoir combien payent les voisins, parce que parfois c'est pas toujours pareil. Donc ça vaut le coup de vérifier. Et aussi parfois, voilà. Donc ça c'était pour le gaz. Maintenant, pour le téléphone et Internet, alors ça c'est un sujet très très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années sur le marché des portables et donc les prix ont beaucoup baissé, ce qui est une bonne chose. Alors pour le téléphone portable, déjà, je vais vous parler un petit peu de l'achat des téléphones portables, parce que bon, il y a la mode des smartphones, tout ça. Bon, moi, je suis pas vraiment pour, si on n'a pas les moyens, parce que petite parenthèse, je vois tellement de gens qui achètent des smartphones à leurs enfants, alors qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de le faire, hein, surtout que c'est pas au niveau éducatif, c'est pas top non plus. Mais déjà, faites attention, si on vous propose un appareil entre guillemets gratuit
Vous voyez, quand vous venez dans une entreprise de portable, enfin en tout cas un opérateur téléphonique portable, parfois on va vous proposer un téléphone gratuit, et il n'est pas vraiment gratuit, c'est-à-dire enfin il faut faire attention, parce que il y a eu des cas comme ça où on a proposé des téléphones gratuits, mais ils n'étaient pas du tout. Donc en plus, chez un opérateur de téléphonie portable, les téléphones sont en général plus chers à l'achat que si vous les achetez dans un magasin spécialisé. Donc il vaut mieux les acheter acheter votre portable dans un magasin spécialisé plutôt que chez un opérateur, où ce sera en général plus cher. Il y a des packages, ça il faut le faire selon ses besoins. Je ne ferai pas de pub pour les différents opérateurs, mais il faut savoir que très souvent les packages sont à durée limitée pour 1 an. Donc notez sur un petit papier la date où vous avez commencé votre contrat. Par exemple le 1er mai. Donc vous savez que du 1er mai au 30 avril, vous allez avoir un package qui va coûter 50 shekels par mois, portable, enfin illimité, et SMS, etc. Donc notez-le, parce que un petit peu avant, rappelez la compagnie pour renégocier. Parce que si vous ne le faites pas, automatiquement ça va augmenter, puisque c'est écrit aussi sur le contrat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une chose très importante à faire, renégocier les contrats. C'est pareil avec Internet. Internet, oui, donc voilà, pour les packages, il y a un site qui s'appelle kamazé.co.il. Alors il est en hébreu, mais alors il est très très bien fait, parce qu'on a la possibilité de regarder dans ce site toutes les offres. Donc de comparer, c'est un comparateur de prix. Donc n'hésitez pas à y aller, acheter un coup d'œil avant de prendre un contrat chez un opérateur, parce que c'est très 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 important de bien négocier tout ça. Donc ensuite, je vais vous parler d'Internet. Voilà. Donc Internet, il y a la possibilité d'avoir, donc il y a 2 choses, il y a le SAPAC et le Tashtit. Le Tashtit, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les fils, les câbles, tout ça, et qui est plus ou moins entre 90 et 100 shekels par mois. Et vous avez le SAPAC, qui est l'opérateur, où il y a plusieurs entreprises donc, qui fournissent ce service. Ça va dans les 20-30 shekels par mois. Alors, il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle un bundle, c'est-à-dire de prendre une compagnie qui fait les deux, et en général, c'est moins cher. Ça peut vous coûter 100 shekels, quand on dit 100 shekels, je pense, dans les 100 shekels, quand c'est combiné dans la même compagnie, donc renseignez-vous. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler maintenant de l'alimentation. Alors encore un poste que j'affectionne particulièrement, parce que pour une famille, c'est un gros poste. Et il y a pas mal de changements à faire. D'abord, il y a plusieurs sortes de magasins, les magasins discount, les magasins pas discount. Alors il y a une grande différence de prix entre les magasins discount et les magasins qui ne sont pas discount. Je vous conseille et vous encourage à aller dans les magasins discount qui sont beaucoup moins chers. Ensuite, il y a des switches à faire, il y a des changements à faire. Je vous donne un exemple. Les marques auxquelles vous êtes habitués en France, je ne citerai pas de nom, mais je dirais qu'il y a des marques de pâtes qui sont, vous savez, le paquet bleu, qui sont à 1 euro et quelques en France, du paquet de 500 grammes. Ici, en général, elles sont pas au double, le double du prix. Pareil pour les chocolats, parfois c'est même le triple du prix. Donc, moi, je vous conseille de changer et d'acheter le blanc, c'est-à-dire d'acheter israélien. Il y a des pâtes très bien israéliennes qui coûtent 5 shekels, parfois 4 shekels le paquet. Il y a parfois même 3. Il y a des chocolats israéliens très bien. J'achète le paquet de 6 à 17 shekels, le chocolat noir. Donc c'est important de faire le switch dès le début, c'est-à-dire essayer, enfin évidemment c'est toujours selon vos moyens, quand j'aime pas trop le mot moyen, je préfère dire vos données, mais c'est selon ce que vous pouvez ou non acheter.
Si vous voyez que vous devez, vous dépensiez, je sais pas moi, 500, 600 euros par mois en France pour l'alimentation. Vous voulez rester avec ces 600 euros. Et ben pour pouvoir dépenser la même chose, il va falloir que vous fassiez un switch, parce que si vous continuez à acheter les mêmes produits que vous achetez en France qui sont plus chers ici, donc vous allez dépenser plus. C'est un peu logique. Donc voilà, donc si vous voulez rester avec le même montant pour l'alimentation, il vaut mieux faire un switch. Mon rêve, c'est d'organiser des visites pour les Olim au super. Je suis très sérieuse, c'est-à-dire de faire une visite et de faire en fait, de voir tous les produits, de voir ce qui est Kedai, ce qui est pas Kedai. Apprenez vraiment ce mot Kedai, ça veut dire ça vaut le coup. De voir comment on peut changer ses habitudes alimentaires tout en continuant à manger très sainement. Je vous donne un autre exemple. En France, tous les surgelés sont vraiment pas chers. Les haricots verts, les brocolis, c'est vraiment très très peu cher. C'est 1 euro, c'est 2 euros le kilo. Ici, c'est des 15 shekels, des 20 shekels, 25 shekels. Ça n'a rien à voir. Alors, un autre switch à faire. Alors, on achète quasiment plus des légumes verts surgelés. Et puis, on achète beaucoup plus de tomates, de concombres et de poivrons. Vous savez, en France, les prix des tomates et des poivrons, c'est assez... Quand je vais en France, je suis toujours hallucinée. D'ailleurs, j'achète beaucoup de haricots verts surgelés quand je suis en France. Mais c'est vrai que le prix ici des tomates, des concombres, des poivrons, c'est vraiment pour rien. Il y a quasiment... Enfin, ces derniers mois, moi, j'achetais les tomates à 1,90 $, pareil pour les concombres. Donc, les poivrons aussi, bon, c'est pas très très cher. Donc, je vous conseille aussi de faire un switch à ce niveau-là. Aussi, bon, il y a des petites choses à savoir sur les promotions, regarder les codes, quelle marque privilégier. Donc, voilà, donc l'idée, en tout cas pour faire un shopping, un premier shopping avec les Olim, pourquoi ce serait génial? Parce que une fois qu'on a fait ce shopping, on fera plus ou moins le même à chaque fois, puisqu'on achète toujours plus ou moins les mêmes choses, hein, et on pourra économiser des centaines de shekels. Une chose aussi qui est pas mal aussi à faire, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, c'est de faire ses courses par internet. Alors c'est pas toujours possible partout en Israël, mais c'est vrai que ça peut beaucoup aider parce que en fait on n'est pas tenté, on se dit pas, on sait ce qu'on veut acheter, on achète ce qu'on veut acheter et puis c'est bon quoi. Même si c'est parfois un peu plus cher que dans les magasins discount. Ça vaut le coup. Il y a des gens qui l'ont fait et qui m'ont dit qu'ils dépensaient moins, parce que c'est vrai que aussi peut-être qu'ils étaient tentés quand ils allaient au supermarché. Mais c'est vrai que si vous allez au supermarché, vous avez une liste et vous vous y tenez, il n'y a pas de raison que vous dépensiez beaucoup. Donc voilà. On me demande souvent quelle est la moyenne. Ah, c'est vraiment la question, comme disent les anglo-saxons, $1,000,000 question. Quelle est la moyenne par personne par mois pour l'alimentation en shekels? Alors je vais vous donner un chiffre. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Pourquoi c'est une moyenne? Parce que ça dépend entre autres de l'âge des enfants. C'est sûr qu'un enfant de 3 ans qui n'a plus de couches et plus besoin de couches et n'a plus besoin de maternat, c'est le lait pour les enfants, pour les bébés. Un enfant de 3 ans, ça ne mange pas comme un ado de 15 ans. Donc je vais vous donner une moyenne. Ça dépend aussi si vous êtes invité Shabbat, si vous invitez Shabbat. Ça dépend énormément de choses, donc de facteurs. Mais je dirais que 600 shekels, 650 shekels par mois et par personne, c'est une moyenne que je pense qu'on peut tenir sans trop de problèmes. On peut même moins. Mais je pense que 600 shekels, c'est bon. D'ailleurs, quand les gens viennent me voir et que je vois leurs dépenses en alimentation, je multiplie par 600 par le nombre de personnes qui habitent dans la maison, et c'est un bon moyen pour savoir s'il y a un gros dépassement. En général, il y a un petit souci que je dois trouver, que je trouve. Voilà. Donc ça, c'était sur l'alimentation. Maintenant, je voudrais vous parler de l'éducation. Alors, les dépenses pour l'éducation, d'abord, pour les petits, il y a ce qui s'appelle le Mahon.
Alors, on peut avoir des réductions. Donc ça, je trouve des choses très importantes parce que l'éducation, il y a pas mal de réductions. Il faut savoir si vous y avez droit. Il y a des sites. Il faut se renseigner. C'est très, très, très important parce que c'est vraiment dommage. Si vous avez droit à des réductions, pourquoi ne pas les demander? Donc voilà, surtout si vous ne gagnez pas beaucoup au début, donc, parce que les réductions sont en fonction de vos revenus. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander, à faire les démarches, à vous renseigner. Ensuite, les Ganim, c'est-à-dire l'école maternelle, c'est depuis peu gratuit dès l'âge de 3 ans. Mais par contre, comme ça finit à 1h30, parfois, donc si on travaille un peu plus qu'un mi-temps, il faut payer le saron, ça peut être cher. Donc encore une fois, voyez, faites votre chicout, comme on dit en ivrette. Ensuite, l'école. Alors l'école, de toute façon, elle peut être privée ou non, mais c'est sûr que même si elle est privée, elle ne sera pas en général aussi chère que l'école privée juive en France. Donc voilà, l'école publique, elle peut être aussi on peut payer un petit peu même si c'est public, parce que encore une fois ça dépend des écoles. Il y a des écoles où on vous demandera 100 shekels par mois, il y en a d'autres où on vous demandera c'est jusqu'à à peu près 400 shekels par mois, donc ça dépend des écoles. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner avant de mettre son enfant à l'école, de savoir combien vous devez payer. Il y a des fois où on va vous demander uniquement pour l'étude et les excursions. Donc ça dépend des écoles, encore une fois. Donc renseignez-vous avant d'inscrire votre enfant à l'école. Voilà, donc là il y a aussi les lycées. Ce qui coûte beaucoup en Israël, ce sont les lycées Torani, donc les lycées religieux. Pour les gens que ça intéresse, ça peut aller jusqu'à à peu près 14 000 shekels par an dans les classes élevées. Donc c'est ce qu'on appelle les yeshiva tichonit. Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour vous. Mais c'est vraiment en général le maximum, parce que les écoles publiques entre guillemets normales, c'est pas du tout ces chiffres-là. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler des aides pour les Olim en ce qui concerne l'éducation. À quoi vous avez droit? Vous avez droit à des cours pour les élèves Olim qui sont en général jusqu'à 6 heures hebdomadaires. Ce sont des cours qui sont destinés à améliorer le niveau d'hébreu des élèves immigrants. Donc c'est important quand vous arrivez dans une école de voir si votre élève comment votre élève pourra bénéficier donc, de ces heures où il pourra améliorer son hébreu. C'est très très important quand vous avez des enfants quand vous faites votre alia et vos enfants sont scolarisés à l'école, c'est sûr que c'est très très important. Une petite parenthèse pour vous comme pour eux, c'est très très, moi je suis pour le côté ludique, essayer d'aider les enfants donc à améliorer leur hébreu. C'est très 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 bien de leur faire lire des BD, enfin de faire ça d'une manière très sympa. Écouter de la musique, des chansons en hébreu, même pour vous, ça aide énormément pour l'apprentissage de l'hébreu. Et je répéterai jamais assez, pour une alia réussie, l'hébreu c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, aussi il y a une allocation éducation. Les Olim qui ont des difficultés à payer les frais de scolarité de leur enfant ont droit à une aide qui couvre partiellement ses frais. Donc cette allocation est destinée à l'achat du matériel et de manuels scolaires, donc et au paiement donc du panier culturel dont je parlais tout à l'heure, les excursions, tout ça. Donc pour plus d'informations, il faudrait vous adresser au département de réclamation du ministère de l'Éducation. Voilà. Alors nous, je vous ai parlé un petit peu des chougim. Vous savez, les chougim, c'est les activités extrascolaires. Alors, est-ce que les enfants en ont vraiment besoin? Surtout que souvent, ça coûte à peu près 150 shekels par mois. Même si vous allez au matnas, qui est l'équivalent ça s'appelait avant les LJC, je crois que c'est plus comme ça en France aujourd'hui, mais enfin, donc le matnas, c'est le centre culturel des quartiers, et c'est souvent entre 100 et 150 shekels par mois, donc les chougim. Alors il faut voir, moi j'ai ma petite idée sur les chougim, je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose de faire aux enfants des chougim, enfin en tout cas je ne pense pas que c'est une obligation. Et parfois j'ai parlé à des profs de danse, des profs de piano qui me disaient qu'elles voyaient des mères en train de
petit pousser les enfants, que les enfants n'aient pas trop envie non plus de faire le roug. Alors évidemment, aujourd'hui, on donne souvent aux enfants des smartphones et on dit ah oui, il faut absolument, une fois qu'il a le smartphone et qu'il est complètement devenu complètement zombie avec le smartphone ou l'ordinateur, on se dit ah, il faut absolument lui offrir une activité extrascolaire pour le sortir du smartphone. Alors ma question c'est pourquoi on leur donne un smartphone, c'est après non seulement on a payé le smartphone mais en plus il va falloir qu'on paye qu'on fasse un roug pour essayer de le décoller du smartphone. Bon, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, donc bon, vous n'êtes pas vraiment toujours obligé de faire à vos enfants des activités extrascolaires, surtout qu'on peut tellement faire de choses aujourd'hui, laisser nos enfants découvrir des choses par eux-mêmes, on peut les amener au musée, on peut faire des tas de choses avec eux, puis il y a aussi aujourd'hui avec Internet des possibilités d'avoir des cours gratuits de guitare, etc. Donc c'est à voir. Maintenant, je voudrais vous parler des cours particuliers parce que j'ai rencontré pas mal de familles, des familles francophones qui donnaient des cours particuliers à leurs enfants. Alors, si on en a besoin, je sais qu'il y a aussi des choses qui sont prises en charge par le Misrad Alia, Akita, donc renseignez-vous aussi quand vous arrivez parce que vous avez droit à des prix préférentiels pour tout ce qui est cours particuliers, première année, etc. Donc renseignez-vous. Mais c'est vrai que j'ai rencontré au moins 2 familles où les parents avaient donné des cours particuliers à leurs enfants, mais continuaient à leur donner des cours particuliers. C'est-à-dire 3 ans après la LIA, 4 ans après la LIA, on continue toujours à donner des cours particuliers. Et le problème, c'est que c'était devenu un petit peu des béquilles pour les enfants. Alors, les enfants ne faisaient même plus l'effort d'écouter en cours parce que ils savaient bien qu'on allait leur mâcher le travail et que donc ils n'avaient même pas intérêt en fait à écouter puisque de toute façon à la maison on allait reprendre le cours depuis le début, ils allaient avoir un cours particulier. Donc chez ces familles, moi je leur ai conseillé peut-être d'arrêter et puis les deux ont arrêté et elles m'ont dit en effet enfin nos enfants sont mis à travailler. Donc voilà, donc parfois ça peut être un petit peu un piège. Alors c'est vrai qu'au début parfois c'est vrai, il peut y avoir un réel besoin et il ne faut pas hésiter. Mais il ne faut pas non plus après que ces cours deviennent des béquilles pour les enfants. Voilà. Maintenant je voudrais vous parler des transports. Alors la grande question c'est, est-ce qu'il vous faut une voiture ? J'ai rencontré une fois une famille qui m'avait demandé de les aider en vue de leur alia. Et il m'avait dit, on aimerait savoir quel va être notre budget. On voudrait que vous nous aidiez à dresser un budget. On avait dressé le budget, ils savaient combien ils payaient de prêts immobiliers, etc., de chaque chose. Donc on a essayé d'estimer aussi combien ils avaient dépensé pour tout, pour l'alimentation, pour tout. Puis on est arrivé à la voiture. Et je leur ai dit, et c'est ce que je dis à beaucoup de familles, vous n'êtes pas obligés d'acheter une voiture dès que vous arrivez. D'abord parce que les voitures en Israël sont plus chères qu'en France. Ça, c'est une chose à savoir. Et qu'au début, voilà, on ne sait pas toujours combien on va gagner. Et c'est vraiment, c'est une des choses où les familles ont tendance à reproduire, comme je disais auparavant, à vouloir reproduire leur vie en France. Donc, en France, on avait une voiture. Donc, dès qu'on arrive, il nous faut la voiture. Peut-être, mais peut-être pas. Alors, peut-être que vous en avez besoin pour votre travail, peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir un travail où la voiture va être comprise dans vos avantages. Donc, attendez pour voir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas pour le moment avoir une voiture. Est-ce que c'est une catastrophe ? Non, c'est pas la fin du monde. En tout cas, je vois parfois des gens qui tout de suite vont se précipiter à acheter la voiture. Après, et souvent ils vont prendre un prêt à la consommation. Et après, ils vont se dire attends, comment on fait pour vivre maintenant, puisque on sait. En fait, on a pris des prêts. Et est-ce qu'on va pouvoir vraiment vivre avec comprend en fait tous les paramètres. Donc voilà, donc je voulais vous dire que les locations de voitures sont aussi très chères. Donc voilà, donc la question c'est est-ce qu'on en a besoin pour le travail. Et en plus les voitures neuves dès la première année perdent à peu près 20% de leur valeur. Vous avez acheté une voiture 100 000 shekels, à la fin de la première année elle vaut déjà plus de 80 000 shekels.
Donc, vous avez perdu 20 000 shekels en gros, quoi. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes à savoir pour vous aider à réfléchir quand vous faites votre alia. Est-ce qu'on achète tout de suite une voiture? C'est vraiment important. Je pourrais pas vraiment vous donner de réponse, mais il faut réfléchir. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, avant de faire son alia, c'est vraiment une chose très importante. Il faut réfléchir sur beaucoup de choses et bon, vous verrez, je ne peux pas vous apporter de réponse, il n'y a que vous qui pouvez apporter une réponse sur ce que vous voulez faire quand vous arrivez en Israël, mais il faut savoir donc que les prix des voitures sont assez chers. Ensuite, je voudrais vous parler de l'assurance des voitures. On me demande toujours quel est le prix moyen, etc. Alors je peux vous donner une moyenne, mais encore une fois, ce n'est qu'une moyenne, parce que parfois on donne des prix en moyenne et puis on vous dit mais non, moi je paye beaucoup moins ou je paye beaucoup plus. Donc ça dépend. Faut pas oublier que l'assurance, ça dépend du type de véhicule, de son âge, de l'âge du conducteur. Enfin, ça dépend d'énormément de critères. Donc de la voiture, de l'historique des infractions, donc c'est clair que je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais en général c'est l'assurance obligatoire, donc elle est environ de 1200 shekels, elle couvre que les dommages corporels, et l'assurance tout risque qui inclut l'assurance routière et couvre aussi les dommages matériels causés à ces assurés, elle est de 3500 shekels environ, quoi. Donc voilà, donc mais c'est environ. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Mais c'est un petit peu un ordre de grandeur. Donc il y a une information importante aussi, c'est que vous pouvez contracter l'assurance obligatoire auprès d'un assureur et auprès d'un autre assureur l'assurance touriste. Donc c'est pas, donc vous n'êtes pas obligé de rester chez le même assureur. Vous pouvez aussi comparer les prix, c'est très important pour les assurances, que ce soit l'assurance pour la voiture ou pour le logement. Très très important de comparer les prix. En ce qui concerne les assurances pour les voitures, il y a un site qui s'appelle wobi.co.il. Et donc voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a une possibilité aussi de comparer les prix des assurances. Voilà. Pour l'essence, il y a un site aussi qui s'appelle Full Tank et qui vous permet de voir combien ça coûte. Il y a deux prix. Il y a le prix, vous savez, si vous demandez à un pompiste de faire le plein, ça coûte plus cher que si vous le faites vous-même. Alors faites-le vous-même. Voilà. Et donc voilà, maintenant je voudrais parler un petit peu des assurances logement. Alors là aussi, donc je vous ai dit comparer, c'est très très important. Quand vous prenez un prêt immobilier, vous allez prendre une assurance pour les murs, une assurance vie. Donc parfois, donc je l'ai vu, hein, on paye deux fois. On paye par exemple, donc quand on a pris le prêt immobilier, on paye une assurance pour les murs, et puis quand vous allez voir votre assureur et vous voulez assurer votre logement pour par exemple pour le vol ou des dégâts autres, eh bien vous reprenez à nouveau une assurance pour les murs, et donc vous payez deux fois. Donc il faut faire attention de ne payer en fait qu'une seule fois cette assurance. Maintenant, pour tout ce qui est assurance, voilà, même chose, assurance santé, il faut voir, vous avez la possibilité en plus donc de ce qui est fourni par quand vous payez donc votre bitoire Leumi, vous avez droit donc à une couverture santé que tout le monde a, mais vous pouvez aussi payer pour une mutuelle auprès de votre patrolim, de votre caisse de maladie, et donc là aussi vérifier ce qui est important pour vous, parce que pour les assurances, c'est vous qui voyez jusqu'à quel niveau vous voulez être assuré. Donc voilà. Maintenant, tout ce qui concerne les vêtements, les loisirs, les vacances, tout ça, si voilà,
En fait, l'idée, c'est de d'abord savoir combien nous coûtent les choses les plus nécessaires, donc les dépenses nécessaires et obligées, comme on a vu les charges, le logement, l'alimentation, l'éducation, la santé. Et puis après, on voit ce qui nous reste pour les vacances, tout ça. Vous savez, il y a plein de gens qui ont fait leur alia et puis qui au début dépensaient pas mal pour tout ça. Et puis si, bon, comme au début, justement, ils avaient un budget un peu serré, et ils partent en camping, etc. Je connais des gens qui après ont commencé à gagner mieux, mais continuent à partir en camping parce que le camping c'était génial, etc. Donc en fait c'est ce que je vais aborder maintenant. C'est sur les changements donc de mentalité, sur un petit peu le système israélien et les changements de mentalité qu'il faut parfois faire pour bien s'intégrer. Les budgets, c'est des vases communicants. Donc, ce que vous ne dépensez pas dans un poste budgétaire, vous le pouvez le dépenser dans un autre. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu du système israélien. Ce qui fait parfois tomber les francophones et les autres. C'est souvent les tashlumim, les alvaot. Je vais vous traduire tout ça. Tashlumim, ce sont les paiements en mensualité, et les alvot, les crédits à la consommation. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que 54% des Israéliens vivent à découvert. Alors on entend ça, 54%, c'est quand même beaucoup, c'est plus de la moitié. C'est assez énorme comme chiffre. Mais il y a une raison derrière ça. Alors c'est pas uniquement parce que c'est pas vraiment parce que la vie est plus chère ou qu'on gagne moins. Moi je suis pas persuadée de ça. Je pense que y a les banques, les institutions financières, je ne donnerai pas de nom, certaines banques et certaines institutions financières qui vont vous proposer d'être à découvert. Alors je connais quelqu'un qui m'a dit voilà, on m'a proposé 10 000 de découvert. J'ai pris et j'ai utilisé. On m'a proposé, après bon, j'ai commencé à dépasser. On m'a dit mais non, il n'y a pas de problème, on te propose 20 000. Alors on m'a dit j'ai pris, j'ai utilisé. Et après, elle a dépassé les 20 000. Et après, donc, on lui a proposé 30 000 qu'elle a pris et utilisé. Alors quand je l'ai rencontrée, elle était à moins 30 000. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, tu sais ce qui va se passer quand tu vas dépasser les 30 000? La banque va te dire, bon, on ne peut plus suivre là, donc on va te proposer un prêt à la consommation. Alors, ça va te coûter moins cher, parce que c'est pas que les intérêts du prêt à la consommation, en général, c'est moins cher que les prêts, les intérêts du découvert. Mais ça va la mettre après dans une situation quasi impossible, enfin en tout cas très difficile. Parce que si déjà elle dépassait de son budget de, je sais pas, 1 000, 2 000 shekels par mois, et bien maintenant, en plus de ça, il faudra qu'elle rembourse son prêt. Alors, c'est la spirale du surendettement, en fait. Et j'ai eu quelqu'un une fois qui m'a appelé, un ancien olé, qui m'a dit, ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, je vais gagner 12 000 shekels. Il m'a dit, j'aurais pu vivre avec 12 000 shekels. C'est pas un problème. Il habitait dans le nord du pays, il habitait pas à Jérusalem ou à Tel Aviv où les loyers sont assez chers. Il me dit, mais j'aurais pu, mais bon, j'ai pas compté, j'ai pas fait attention. Et puis la banque m'a proposé, alors j'ai dit oui. Je me suis dit, bon, c'est une solution. Et puis, quand il m'a appelé, il m'a dit, maintenant c'est beaucoup plus difficile parce que maintenant il faut que je sorte de cette spirale du surendettement parce que maintenant je dois rembourser des prêts. Avant, j'avais pas. Alors, moi je rencontre les familles qui souvent qui ont des prêts à la consommation. C'est beaucoup plus difficile de les aider à sortir de ça que d'apprendre dès le départ à gérer ce qu'on a. Donc c'est très très important cette idée de vivre avec ce qu'on a. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental ici, c'est fondamental partout, c'est fondamental où qu'on habite. Et c'est vrai qu'ici le système est tel que oui, on va vous proposer des prêts de toutes sortes, des découvertes de toutes sortes. Et je pense que c'est vraiment une des raisons une raison majeure pour laquelle les Israéliens sont à découvert quasiment tout le temps. Voilà.
Donc aussi les tachlomim, vous savez, vous allez au supermarché, on vous demande si vous voulez payer en mensualité, alors que c'est complètement effarant, parce que si vous avez acheté aujourd'hui quelque chose à manger, vous allez le manger, vous allez retourner la semaine prochaine, vous allez commencer à payer ce que vous avez acheté la semaine dernière le mois prochain, mais la semaine prochaine aussi, vous allez revenir au supermarché, vous allez encore acheter quelque chose, vous allez aussi mettre le mois d'après. Donc en fait, vous êtes tout le temps en train de payer des choses que vous avez consommées avant. C'est les gens que j'ai rencontré une femme qui avait 37 mensualités différentes, c'est-à-dire que partout où elle allait, elle disait mettez-moi en tachlomim. Eh ben, je vous assurais que c'était un cauchemar parce qu'elle s'en sortait jamais, parce qu'en fait elle vivait à crédit tout le temps, parce que tachloum c'est en fait une sorte de crédit, c'est reporter un achat, enfin le paiement de l'achat. Donc vous avez acheté, c'est pas grave, je paierai dans un mois, mais dans un mois votre situation sera la même. Donc la seule raison pour laquelle ça vaut le coup, on n'a pas vraiment le choix souvent de payer en mensualité, c'est quand on achète, je sais pas, une machine à laver ou un frigo ou des appareils qui coûtent des milliers de shekels. On n'a pas les milliers de shekels sur le compte. Bon, c'est une fois tous les 50 du mois. C'est pas tous les jours qu'on achète un appareil électroménager. Donc, oui, vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. Vous payez, vous mettez en tachlomim 12 mois, et puis, sur 12 mois, et puis bon, vous payez tous les mois quelques centaines de shekels, et puis c'est bon. Mais sinon, c'est à proscrire. Surtout, faites pas de mensualité, parce que c'est aussi une forme de crédit en fait. Et j'étais heureuse de voir que cette femme que j'avais aidée avec ses 37 mensualités, elle s'en est sortie, elle a complètement changé, et vraiment, ça a été une grande transformation pour elle. En tout cas, elle se sentait tellement mieux après. Voilà, donc c'est vraiment ça l'indépendance financière. Voilà, donc d'après moi, maîtriser ses finances, c'est maîtriser sa vie. Quand on arrive en Israël, je dis, souvent je vois des familles qui n'étaient pas à découvert en France, par exemple, et puis qui arrivent ici, qui sont à découvert. Alors parfois, c'est uniquement parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles reçoivent, elles sont complètement dépassées, et elles n'arrivent pas à gérer, tout simplement. Donc, et aussi, donc, pour toutes les raisons que j'ai données auparavant, c'est-à-dire parce que souvent elles dépensent un petit peu comme si elles étaient en France. Elles n'ont pas encore fait des switches au niveau d'alimentation, au niveau du logement, des choses comme ça. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que venir en Israël, c'est changer complètement de paradigme, changer de mentalité. La première chose, c'est il vaut mieux ne pas penser en euros. Vous arrivez ici, et même si vous continuez à travailler un petit peu en France, vous touchez des euros, même si vous avez une retraite en euros, convertissez votre retraite ou votre salaire français en shekels, immédiatement. Parce que tout ce que vous allez payer ici, ça va être en shekels. Donc, il faut absolument convertir en shekels, donc oubliez les euros, dès que vous arrivez ici. Parce que ce sont les touristes en général qui convertissent, parce qu'ils ont encore donc leur monnaie dans la tête. Mais quand vous avez fait votre aliyah, c'est terminé. Réfléchissez en shekels. Ensuite, il vaut mieux ne pas comparer. Alors, cette semaine, quand j'ai dit que j'allais venir faire une conférence ici, et puis, si tu veux, dans 2 semaines, je serai à Paris, au salon de l'Aliyah, au salon Vianney, le 17 mai, pour donner une conférence sur le budget. Quand j'ai dit ça à des amis qui sont aux lignes depuis à peu près 3-4 ans, j'aurais dit, je vais dire aux gens qu'il vaut mieux pas comparer. Et ils m'ont dit, mon mari me dit, bien sûr, il ne faut pas comparer. Et puis sa femme me dit, mais de toute façon, on compare toujours, on ne peut pas s'empêcher de comparer. C'était très intéressant parce que ça a suivi une discussion entre les deux. Et je pense que, c'est vrai que c'est difficile de ne pas comparer. Je pense qu'il faut ne pas comparer. Et c'est une nouvelle vie, c'est une aventure. Venir en Israël, c'est quelque chose c'est un privilège.
Et ce qu'on gagne, c'est tellement plus fort, c'est tellement plus important que ce que l'on peut perdre. Encore une fois, c'est pas toujours qu'on peut avoir une baisse de son niveau de vie, c'est pas obligé. Mais si, oui, il y a une baisse de niveau de vie, alors il faut comprendre qu'on vit quelque chose de très spécial et de magnifique, et que les choses qui étaient importantes en France le sont beaucoup moins ici. C'est-à-dire que c'est un changement de priorité total. Ici, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, avant j'étais complètement ennuyée par les vacances, il me fallait des vacances et tout ça. Puis maintenant, c'est pas que je me sens tous les jours en vacances, mais si un peu. » C'est-à-dire que c'est pas qu'on est en vacances parce qu'on travaille même dur en Israël. Mais quand on sort du travail, quand on vit le Shabbat, les fêtes en Israël, ou même tous les instants en Israël, et c'est aussi autre chose. C'est autre chose, et donc parfois, en fin de compte, on se dit peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de vacances comme on avait besoin en France. Peut-être que les choses qui nous paraissaient très importantes ne sont pas vraiment ici. Quelqu'un que j'ai aidé à changer m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, mais quand je vais au repas en France, je sais pas quoi dire à mes anciens amis. Avant, mes amis me racontent et me parlent de leur dernière voiture, leur dernier iPhone, leur dernier leur restaurant, etc. Et moi j'ai envie de leur parler de Torah, religieux, de vie, d'éducation, de petit peu de politique, de société, de fait de société. Je veux leur parler de la vie, quoi. Alors je me disais, tiens, c'est intéressant, ce monsieur, il a compris, enfin pour lui, qu'il a fait, enfin pour moi en tout cas, il a fait une alia qui était une alia aussi, qui était une alia spirituelle, qui n'était pas qu'une alia géographique. Alors parce que il s'est rendu compte de ce qui était essentiel. Il a séparé l'essentiel et le superflu. Il a pu faire ce changement de paradigme, ce changement de mentalité qui, d'après moi, est très très important à faire quand on arrive en Israël. Il m'avait aussi raconté cette histoire que j'aime bien raconter. Il avait fait son alia, il avait l'habitude de partir chaque année à Eilat pour Pessah. Donc lui, c'était les vacances, il avait pris l'habitude, il partait 4 fois en vacances, en plus il avait des moyens. Mais bon, il m'avait demandé de l'aider, donc justement, de les aider à vivre, à dépenser un peu moins. Parce que il travaillait très très dur pour assurer ce train de vie. Donc tous les ans, il partait à Eilat, à Pessah. Et puis, donc l'année où j'avais été, je les avais accompagnés, ils sont pas partis à Eilat, ils sont restés ici à Jérusalem. Et donc je l'appelle après et je lui dis, mais comment ça s'est passé votre voyage, enfin vos fêtes de Pessah? Et il me dit, c'était le meilleur Pessah qu'on ait jamais passé. Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit parce qu'on est allé au Kotel, on a vu tous les Juifs du monde entier qui étaient là, les Juifs de tout Israël qui étaient là pour passer Pessah. Et il m'a dit, j'ai dit à ma femme, tous les Juifs du monde entier veulent être ici à Jérusalem à Pessah, et nous on va à Eilat. Et voilà, et donc pour moi c'est une histoire qui résume un petit peu ce que j'essaye de faire passer aux gens qui font leur alia. On voudrait tous un petit peu savoir, pour moi vivre plus simplement c'est vivre mieux. Alors encore une fois je vous dis, ça dépend de ce qu'on gagne, mais vraiment vivre avec un petit peu moins, c'est vraiment pas quelque chose de terrible. Au contraire, parfois pour moi la simplicité c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que justement on est capable de voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Voilà, on vient à l'essentiel. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, c'est maintenant, et Be'atzlacha.
Ok, alors un instant, parce qu'il y a une question, mais il faut que je... Très bien. Ok, alors on m'a posé une question, je vais répondre. C'est sur les vacances. On m'a demandé si c'était 10 jours. Hein, est-ce que ça comprenait les jours de fête? Alors ça comprend les jours, ça comprend pas les jours de fête comme Yom Tov. Par exemple, voilà, les jours de Yom Tov, c'est pas compris. Donc les jours de Yom Tov sont des jours fériés en fait. Hein, donc s'il y a, mais bon, Sukkot, Pessah, c'est un jour ici. Donc si Pessah ou Sukkot c'est lundi. Ça compte pas comme un jour de fête, comme un jour de vacances. Maintenant, non, sinon les autres jours, ce sont des jours, enfin à part les jours de Yom Tov, il n'y a pas vraiment. Si, il y a un autre jour férié, c'est Yom Ha'atzmaut, qui aussi n'est pas compté dans les vacances, c'est un jour férié. Et aussi, bon, les jours de vote, quand il y a des jours d'élection. Donc cette année, il y a eu un jour d'élection, donc c'est aussi un jour férié qui n'est pas compris dans les jours de vacances. Maintenant, si on travaille dans un Misrad Menshalti, c'est-à-dire un ministère, il y a des jours qui s'appellent les Yemei Prira, ce sont des jours deux jours qu'on peut choisir. Il y a une liste de jours spécifiques, ça peut être Purim, ça peut être Tisha B'Av, enfin, et donc on peut choisir 2 jours par an, qui sont des jours de vacances et qui sont pas compris dans ces 10 jours-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je suis désolée, mais à chaque fois, je dois regarder les questions et après, je reviens pour vous répondre. Alors, je voudrais répondre à la question, est-ce qu'il y a il est possible d'obtenir un crédit immobilier à taux fixe en Israël? Oui. Oui, et en plus, en ce moment, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'il vaut mieux prendre les intérêts à taux fixe. C'est recommandé, donc tout à fait. Et même avant, quand il y avait... Alors, ils sont un petit peu plus chers que les taux variables, hein, mais c'est clair que ça vaut le coup parce qu'ils sont très bas. Et si un jour les taux remontent, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura dans 20 ou 25 ans, on risque, quand on a pris un taux variable, on risque d'avoir de sérieuses déconvenues. Donc oui, tout à fait, et ça existe, et je vous conseille de les prendre tant qu'ils sont si peu chers. Les taux d'intérêt sont très peu élevés en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut faire ouvrir un compte depuis la France? Je ne pense pas. Il faut venir ici et une fois que vous êtes là, vous ouvrez le compte. Alors là, oui, ça me rappelle qu'il y a une chose qui est aussi très importante. C'est il vaut mieux, au début, en tout cas quand on ne parle pas la langue, il vaut mieux essayer de trouver une agence bancaire avec un conseiller qui parle français. C'est très important. Donc si vous arrivez dans une ville, demandez au LIM ou à vos amis, enfin aux gens que vous connaissez, chez qui ils vont, parce que ça c'est vraiment important. Il y a de plus en plus d'agences bancaires qui ont des conseillers qui parlent français. Je vous assure, ça c'est crucial. D'ailleurs, j'ai conseillé quelqu'un qui était à son compte. Et je lui ai conseillé quelqu'un, une agence bancaire pour son entreprise, avec une conseillère française qui m'a dit que ça lui a complètement changé sa vie, quoi. Donc il était ravi. Donc oui, définitivement, je vous conseille, quand vous arrivez, vous ouvrez votre compte, faites attention, essayez de voir si vous pouvez trouver un conseiller ou une conseillère bancaire qui parle français. Prochaine question. Ah, numéro 1. C'est pas de ville. Hein? Il faut faire. Très bonne question. Alors, voilà, maintenant on m'a posé une question.
Quelle banque je conseille? Alors, je ne peux pas vraiment conseiller de banque parce que je n'ai pas le droit de faire de la pub et de toute façon, je n'en conseillerais pas parce que c'est un petit peu tous pareils, quoi. Quand vous posez une deuxième question, vous me demandez si quelles sont les banques qui ne proposent pas de découvert automatique. Et bien ça, c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre parce qu'en général, quasiment toutes les banques vous proposeront des découvertes parce que c'est comme ça qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Donc, en fait, la responsabilité, elle est chez nous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des banques qui vont vous proposer des découverts, etc., etc. Mais en fait, c'est nous qui devons devenir responsables. Et c'est à nous de faire le travail pour ne pas être en minus, pour ne pas être à découvert. Si nous, on fait ce travail, de toute façon, la banque, elle pourra nous proposer, mais elle ne pourra pas nous forcer à prendre un découvert ou un crédit, etc. Il y a des gens, je rencontre, comme les gens sont à découvert, la banque, entre guillemets, les force, parce que, comme je vous ai dit, les gens dépassent leur découvert, la banque leur dit, on ne peut plus vous suivre, vous devez prendre un prêt. Donc la personne, elle est un petit peu pliée et point liée, parce que elle se retrouve dans une situation où elle ne peut pas toujours dire non à la banque. Donc il faut éviter d'arriver à ce stade-là, et il faut donc être responsable et essayer donc toujours de vivre avec ce qu'on a et donc de pas dépasser, de pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est simple. Donc voilà. Donc c'était la réponse à la question. J'ai d'autres questions? Oui. Les sites de comparaison, les assurances et alors les sites de comparaison pour voir quels sont les tarifs internet et portables, c'est le site kamaze.co.il, kamaze.co.il. Ça c'est pour tout ce qui est portable internet. Pour ce qui il s'agit des assurances, c'est wobi.co.il. Et là, ils vont vous demander de rentrer tous les facteurs qui concernent votre voiture, c'est-à-dire l'âge, etc., etc. Donc, il va falloir tout remplir. Hein, parce que, comme je vous ai dit, les assurances, c'est pas comme les packages de téléphone où, le package est de temps et point barre. Alors, les assurances, c'est vraiment en fonction de beaucoup de critères. Donc, il va falloir remplir donc, des formulaires pour qu'on vous donne une estimation. Voilà, une autre question. Alors, les frais bancaires à prévoir. Coût de la carte bancaire, coût des frais bancaires. Alors, les frais bancaires en Israël, c'est par ligne, on appelle ça un malat shura. C'est-à-dire que plus vous faites d'opérations et plus ça vous coûte. Alors, en général, c'est dans 1,65 la ligne. Ça, c'est bon à savoir. Justement, à propos de cette question, il vaut mieux pas trop sortir d'argent plusieurs fois par mois. Parce que donc chaque fois, vous sortez en liquide 100 shekels, et ben, c'est 1,65 shekel en plus. Donc, c'est pas très très judicieux. Donc, je vous conseille de sortir, si vous savez que vous avez besoin de temps de liquide par mois, de sortir une fois par mois une somme, et puis vous n'avez qu'une seule ligne, donc vous payez que 1,65 shekel. Ensuite, les chèques, c'est pareil. Vous avez, les chéquiers sont payants, sur environ les 7 shekels le chéquier, mais surtout, chaque fois que vous faites un chèque, c'est encore une ligne. Donc, essayez d'éviter les chèques, essayez de faire, par exemple, de sortir de l'argent, enfin de dépenser avec votre carte de crédit. Parce que si vous faites, si c'est par chèque, enfin chaque fois que vous avez une nouvelle ligne, donc là aussi, évitez de faire des chèques. Encore une chose à savoir aussi. Donc la carte de crédit, c'est aussi une ligne, mais bon, c'est qu'une seule ligne et vous faites donc vos achats par carte de crédit, c'est quand même mieux, puisque ça vous coûte moins en frais bancaires.
Maintenant, la carte de crédit, en général, elle est 13,90 €, mais bon, là encore aussi, il faut voir, il faut comparer, mais c'est plus ou moins le prix, c'est 13,90 €, le prix le coût de la carte bancaire. Encore d'autres questions, je crois, qui sont ajoutées. C'est pas. Alors déjà, on me dit les Kamazé olé ne fonctionnent pas. C'est pas Kamazé olé, hein, c'est Kamazé. Il n'y a pas de olé. C'est K-A-M-A-Z-E. Il n'y a pas olé. Donc c'était un point parce que quelqu'un m'a dit le Kamazé olé ne fonctionne pas. Le nom c'est Kamazé, pas olé. Voilà. Et aussi on m'a demandé ah oui, est-ce qu'on peut faire des emprunts en euros? Alors là, Alors, si vous êtes en Israël, c'est en shekel maintenant, les emprunts immobiliers maintenant, ça peut être indexé à l'euro. Donc ça, il faut voir, parce que j'avais une fois rencontré quelqu'un qui avait pris un prêt, il avait indexé, je ne sais plus, au dollar, je ne sais plus quoi, alors que lui, il avait son salaire en euros, c'était complètement hallucinant. Je lui ai dit, mais comment on a pu prendre un prêt indexé au dollar alors que vous gagnez des euros? Enfin bon. Donc, il faut voir. Mais non, les prêts, ils sont en shekel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'il y en a d'autres. Je vais voir. Alors, je vois qu'on repose la même question. Combien coûte en moyenne une carte de crédit? À peu près 13,90 € par mois. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, il faut faire attention parce que les cartes... Alors, il y a les cartes de crédit, il y a les cartes directes. Alors, je connais des gens pour qui ça marche, hein, quand ils ont des cartes directes. Vous savez, les cartes directes, c'est directement débité. Donc, c'est pas le mois d'après, etc. C'est pas mal, ça peut aider des gens qui ont du mal à se restreindre ou et en fait, si vous n'avez pas d'argent sur le compte, ça ne va pas vous débiter. Alors, ce sont des cartes qui sont un peu différentes des cartes de crédit normales. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions, ça continue. Bougez pas. Alors, on me pose une question sur les véhicules. Est-ce que au début c'est utile d'acheter une voiture d'occasion? Au début, ça peut être utile avec une famille. Alors oui, c'est vrai, mais c'est vrai que la voiture d'occasion, faut faire attention en général, on conseille 4-5 ans parce que 4-5 ans, il n'est pas encore trop usé. Et puis, au niveau de la dépréciation du véhicule, c'est moins problématique que quand il est neuf. Donc, âgé de 4-5 ans, oui, peut-être, mais encore une fois, c'est peut-être utile, etc. Mais pour faire les courses, voilà, je vous donne un exemple. Il y a une femme qui m'a appelé, elle me dit, voilà, j'ai acheté j'ai besoin d'une voiture pour faire les courses, même si son mari n'avait pas besoin pour aller au travail, et elle non plus. Mais c'était pour faire des courses. Et je lui ai dit, c'est un peu dommage parce que le prix de la voiture, c'est-à-dire que le coût de la voiture à peu près par mois entre la dépréciation, parce que de toute façon, même si vous achetez un véhicule d'occasion, il se déprécie. Donc l'assurance, les petits problèmes, parce que justement c'est d'occasion, il y aura des problèmes, il faudra réparer, etc. L'essence, les parkings, quand vous additionnez tout ça, c'est souvent 1500 shekels, 1000, on va dire peut-être 1000 shekels, jusqu'à 2000, en fait tout dépend de votre consommation. Et si vous devez prendre un prêt et vous allez pour acheter le véhicule, vous allez devoir rembourser le prêt. Donc je lui ai dit à cette dame, eh bien moi il me semble que juste pour aller faire les courses, c'est un peu dommage. Donc moi je conseille, en tout cas au début, non, tout dépend où vous habitez, mais a priori non, vous savez ce qu'on peut faire pour les courses. En tout cas c'est ce que moi je fais, puisque j'ai pas de voiture. Je vais à pied, je fais mes courses à mon super discount et je me fais livrer. La livraison, 25 shekels, ni vu ni connu, très très bien, très pratique, ça coûte 25 shekels. Quand vous n'avez pas de voiture et vous ne voulez pas prendre de voiture, c'est 25 shekels par super, donc c'est pas non plus des sommes considérables. Et puis voilà, j'ai pas de voiture et moi personnellement ça m'a jamais dérangé.
Mais c'est pour ça que, enfin, je vous dis, c'est quand même des gros montants, la voiture. Donc, attendre un petit peu avant d'acheter la voiture, c'est aussi une bonne chose. Voilà. Donc, il y a d'autres questions? Site internet pour trouver des voitures pas chères. Il y a quelque chose qui s'appelle... Il y a le site, hein, j'ai oublié le nom. Il y a un site internet qui est comme un peu... ça va revenir. Le nom, il est sur le bout de la langue. C'est un site où, en fait, c'est un site où il y a en fait tous les prix un petit peu qui vous dit combien doit coûter une voiture telle marque, de tel âge, avec tant de kilomètres, etc. Donc c'est très très bien ce site pour savoir, pour pas se faire rouler, mais c'est vraiment le site référence dont j'ai oublié le nom, mais je suis désolée. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des... Non, je suis désolée, ça ne revient pas, mais si ça revient, je vous dirai. Je crois qu'il y a une autre question. Alors, on dit que, enfin, on remercie, on dit que c'est très agréable. Alors justement, pour moi, de faire passer ce message d'une manière agréable, c'est très important parce que les gens parfois s'angoissent un peu avant de venir en Israël, etc. Mais je suis persuadée qu'on peut faire passer le message d'une manière agréable parce que vivre en Israël, c'est vraiment une expérience extraordinaire et c'est dommage de tout voir sous le côté argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen pour arriver où on veut arriver. C'est pas une fin en soi. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que c'est nécessaire, hein, l'argent, mais c'est accessoire en soi. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire passer. Je suis contente de voir que les gens que vous avez apprécié. Je vois une autre question. On me demande quelle est la meilleure façon de faire transférer ces euros de France en Israël. Alors là, moi je pense que le mieux c'est de voir avec votre banque, parce que ce soit votre banque en France, votre banque ici. Ce qui est important, c'est, voilà, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est de trouver des personnes de confiance, c'est-à-dire si vous voulez ouvrir une entreprise par exemple, et un bon expert comptable. Vous voulez transférer de l'argent de France. Quand vous êtes ici, avoir un très bon interlocuteur à la banque. Je pense que le mieux, c'est vraiment ça. C'est avant de venir ici, on veut faire transférer de l'argent. Qui est le contact en Israël? Très important d'avoir quelqu'un. Vous l'appelez pour savoir est-ce que l'argent est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai une expérience à la banque, voilà. Par exemple, il y a aujourd'hui à la banque des comment on enfin, vous n'avez pas toujours des gens au téléphone, vous n'avez pas toujours un interlocuteur. Et je connais quelqu'un une fois qui a voulu faire un transfert et on lui a donné au téléphone, parce que c'était pas quelqu'un qui travaille à Londres, ce sont des services en ligne comme ça. Donc on lui a donné un mauvais numéro de IBAN, vous savez, le numéro pour transférer l'argent. Et alors la personne ça n'a pas marché, elle a perdu l'argent avec le change, le taux de change, etc., en euros, etc. Et pourtant il y avait une cassette ils avaient enregistré la conversation qui prouvait que la personne au téléphone avait donné le mauvais numéro. Et après donc il a fallu faire des pieds et des mains pour cette personne à récupérer la différence de taux qu'elle avait perdu. Donc c'était assez effarant. Donc c'est pour ça que je saurais trop vous conseiller d'avoir un interlocuteur à la banque ici pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà. שזה המקום שמתאים את כל הנתונים של המקומיות, נכון? זה לא קונים זה אחרי לצחק, נכון? זה כדי לדעת מה... וואלה, c'est revenu. יש לו אתר אינטרנט שיש לו גם... שבמקור, אוקיי. אבל זה לא קשור.
אבל זה לא, כשאלו אותי אם יש אתר שאפשר למצוא מכוניות זולות, אני לא יודעת איזה אתר, אבל... כן, c'est pas mine, alors voilà, je reviens donc, ça y est, c'est revenu, le nom du site où on a une idée donc de savoir, de comparateur de prix, donc quelle est l'estimation des prix des voitures, c'est Levitrack. Donc on peut voir un petit peu quelle est la valeur des voitures. Sinon, un site très 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 utile en Israël, c'est Yad Shtaim. Alors Yad Shtaim, si vous voulez voir donc pour les voitures d'occasion, c'est le site, c'est un petit peu le Bon Coin, c'est ce que vous voulez. Il y a tout. Il y a des appartements, il y a des voitures, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Alors le problème de Yad Shtaim, et j'en ai pas parlé, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que ce Yad Shtaim, Yad, donc YAD 2, Yad c'est YAD2.co.il, il n'est pas toujours possible de se connecter, je pense qu'il n'est plus possible de se connecter à Yad Shtaim de la France. Alors je ne sais pas, essayez en tout cas ici ça marche, mais ces genres de contenu n'est pas disponible dans votre zone géographique, je ne sais pas, regardez, mais Yad Shtaim c'est le site, parce que par exemple pour les appartements, en tout cas pour les locations, ça vaut le coup de regarder en Yad Shtaim, parce que là vous avez les particuliers, c'est comme particulier. Vous mettez, les gens mettent leurs biens et qui en location et les gens qui veulent l'appartement appellent. Donc c'est un très 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 bon site. Il y a d'autres questions. Alors, les coordonnées de l'association, c'est pas anonyme. Alors pour le moment on possède, il n'y a pas vraiment pas anonyme, enfin quelque chose en français, enfin sur le site, vous pouvez rentrer dans le site, pas anonyme, PAAMONIM.co.il, pas anonyme. Je crois que c'est co.il. En tout cas, vous cherchez pas anonyme, PAAMONIM, et c'est bon. Et puis voilà, donc cette association, c'est une association qui aide énormément toutes les familles en Israël depuis donc presque 18 ans. Au niveau des francophones, eh bien, on n'est pas énormément de bénévoles francophones au sein de PAAMONIM. Peut-être une dizaine sur Israël, mais même ça, je suis pas sûre. En tout cas, voilà, donc ça c'est pour l'association. Mais en tout cas, vous pouvez rentrer dans le site et voir quels sont les pays, enfin les choses que l'association fait pour les citoyens en Israël. Je crois qu'il y a une autre question. Très bien. On dit que Yad Shtaim fonctionne de la France. Alors vous voyez, c'est formidable, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, vous pouvez rentrer dans Yad Shtaim. Et ça, c'est vraiment une très 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 bonne adresse à connaître, parce que c'est un moyen extraordinaire de savoir, voilà, si vous voulez acheter même d'autres choses d'occasion, c'est le site. Enfin, il y en a d'autres en tout cas, en ce qui concerne, il y a Win-Win, enfin il y a d'autres sites en tout cas pour les appartements, etc. Mais Yad Shtaim c'est quand même le site leader. Maintenant, oui, Levitrack. Alors Levitrack c'est le nom, alors je ne saurais pas, j'ai pas sur moi, vous voyez, on me demande donc les coordonnées de l'Argus, donc des voitures. Levitrack, je ne l'ai pas, mais je vais demander au monsieur ici qui fait le son. Alors par contre, Levitrack c'est à monsieur מבקש. הכתובת של האתר, אני אשמח. לא, של לוי יצחק. ווין-ווין. ככה זה ווין-ווין, נקודה של לוי יצחק. של לוי יצחק, כן? אתה אומר, ווין-ווין זה ווין-ווין, לוי יצחק של לוי יצחק, לא? אני לא חושבת שזה... לא, אני רוצה את לוי יצחק. קצת רושם לי יצחק, זה של האתר.
Alors, on me pose une autre question. Est-ce qu'il est intéressant de faire un cadre parce qu'ils sont chers? Alors là, je vais vous dire, tout dépend de ce que vous voulez amener avec vous. Si vous pensez, parce qu'en fait, il faut faire toujours des comment on appelle ça en français, hein, des petits codes, vérifier qu'est-ce qui est le plus kedaï. Je peux vous dire en hébreu parce que qu'est-ce qui vaut le plus le coup. Si vous avez avec vous des affaires, des meubles, d'électroménager qui coûtent cher, hein, et que vous ne voulez pas racheter ici, et qui ont de la valeur en tout cas pour vous, alors faites le cadre, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver ici et vous devez avoir tout racheté. Frigidaire, machine à laver, meubles, etc. Alors c'est vrai pour les Olim, vous le savez, il y a des réductions si vous achetez des meubles ou des électroménagers israéliens, mais c'est vrai que voilà, tout dépend en fait de ce que vous voulez amener avec vous. Peut-être que oui, pour vous ça vaudra le coup si vous avez une très bonne machine à laver, que vous avez acheté cher et qui est de bonne qualité, et que vous avez des meubles qui sont vraiment bien. Et, bon, pas aussi essayer de ne pas prendre trop de choses, parce que si vous allez vous avez des meubles très 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 imposants, et vous allez vous retrouver dans un appartement qui est de 60 mètres carrés, où vous allez les mettre les meubles quand vous allez arriver en Israël. Donc là aussi, c'est aussi il faut voir aussi par rapport à la place que ça prend. Mais voilà, c'est un chicoul, enfin, c'est quelque chose que sur lequel vous devez réfléchir pour voir si pour vous ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que les cas sont chers, mais peut-être que pour vous ça vaut le coup, pour quelqu'un d'autre ça ne vaudra pas le coup. Voilà. Voilà, on m'a donné. Ok. Alors, on m'a donné le site Levitzrak, c'est Levi tiré du milieu itzhak.co.il. Donc voilà, donc ça c'est pour l'Argus des voitures. Voilà, je crois que ça y est, en tout cas avec les questions, puisque voilà, on va remercier. Voilà, je vous donne rendez-vous si vous êtes à Paris si vous êtes à Paris le 17 mai, j'y serai et je donnerai à nouveau une conférence sur le budget qui sera peut-être aussi un peu différente de celle-là. Enfin, ce sera à peu près la même chose, mais un peu différente aussi. Et puis le lendemain, on sera à Genève. Le jour d'après, donc le 19 à Strasbourg, et le 20 à Anvers. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite Be'atzlacha à tous ceux qui veulent venir en Israël. Moi, je pense que c'est très 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 important de savoir gérer son budget. De toute façon, aujourd'hui, j'ai parlé que avant qu'on vienne en Israël. Ah oui, moi j'ai une page Facebook sur laquelle je donne un truc par jour pour gérer son budget. Alors si vous voulez, vous pouvez venir, mon ami, sur Facebook, Valérie Alphonse, c'est un ciel bleu. Et puis vous pouvez profiter de mes trucs par jour pour gérer son budget. Je touche tous les sujets. Je suis aujourd'hui au numéro 83, je crois. Et voilà, j'ai parlé des vacances. Enfin, en tout cas, je parle chaque fois d'un sujet différent. Je donne des trucs. Donc voilà, je vous invite à me retrouver alors sur Facebook et pour voilà, avoir un maximum de trucs pour gérer votre budget en Israël. Voilà, merci. Voilà, c'est pas une page Facebook, c'est ma page en fait, en tout cas, c'est pas une page pro, c'est une page, vous cherchez Valérie Alphonse, Valerie
plus loin Alfon, H-A-L-F-O-N. Et voilà, j'ai pas la photo, j'ai un ciel bleu. Et donc voilà, donc vous devenez mon ami et voilà, vous pourrez voir tous les jours un nouveau truc pour gérer votre budget. Voilà, comme petite question, je crois. En tout cas, voilà, oui, il y a des gens qui ont rajouté des choses sur, si vous voyez sur la page donc du chat. Il y a d'autres, quelqu'un a mis Homeless, enfin, c'est vrai qu'il y a d'autres sites auxquels vous pouvez, que vous pouvez contacter. Homeless, oui, c'est aussi pour les appartements et occasions. Voilà, donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Et voilà, et donc vous avez donc les liens, donc on a mis ici les liens avec certains sites. Et voilà, en tout cas, voilà, je vous remercie et peut-être à bientôt.